Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov, l'éducation à la sexualité au CM2, SOS Éducation et les mamans louves alertent Papendiaï sur ce sujet. On est avec Sophie Odiger, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, et Régis Bruno, médecin des enfants, pédiatre et pédiopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous les deux, effectivement. Merci à vous, merci Sophie Odiger, merci Régis Bruno. Alors, Sophie Odiger, vous êtes SOS Éducation, vous avez reçu d'ailleurs, parce que vous réagissez et à bon escient à chaque fois que quelque chose se passe et qui, effectivement, dépasse certaines limites. Et là, vous avez réagi avec l'association des mamans louves en commun, avec certaines déclarations, certaines priorités du ministre de l'Éducation, Papendiaï. Expliquez-nous. Alors oui, voilà, effectivement, Papendiaï a rappelé plusieurs reprises, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale, qui ferait de l'éducation à la sexualité sa priorité. Alors déjà, sur ce point, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, puisque nous considérons que l'école est là pour instruire et que la priorité de l'institution scolaire, c'est d'instruire tous les enfants, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, comme on le sait, et puis de protéger les enfants, c'est-à-dire de lutter contre le harcèlement scolaire, ce qui n'est pas le cas non plus, comme on le sait. Et puis, Mais vous êtes contre, juste un mot, vous êtes contre cette éducation sexuelle à l'école? Alors, si très vous... franchement. Alors très franchement, nous on est contre le mot éducation à la sexualité. Voilà, en tous les cas en maternelle et en primaire, puisqu'il n'y a pas de sexualité à cet âge-là, évidemment. Oui. Après, nous sommes évidemment favorables à des actions d'information, d'abord à destination des adultes, mais également des enfants, pour rappeler à chaque enfant que son corps lui appartient et que personne ne peut toucher son corps ou lui demander de toucher le sien, de manière à préserver tous les enfants d'un risque qui est celui des abus sexuels, dont on sait qu'il touche 10% des enfants, c'est-à-dire dans une classe en moyenne de plus de 30 élèves, ça fait 3 enfants par classe. Donc c'est un enjeu évidemment de santé publique, que l'institution scolaire mette en place des actions pour rassurer les enfants et sensibiliser également, en plus de ce qui est fait à la maison, de la meilleure manière de se protéger. C'est vrai, comme vous savez, il y a hélas des enfants dont les parents ne s'occupent pas ou pas. Bien sûr, absolument. Il y a quand même une grande misère de ce point de vue-là. Absolument. Et il faut faire attention. Alors, juste un mot, justement, je voudrais vous adresser au docteur Régis Bruno. Il y a eu cette... enfin, paraît-il, mais apparemment c'est vrai, dans une classe d'enfants de 9 à 10 ans... En CM2, absolument. En CM2, c'est ça. Alors, rappelez, il faut le dire, les mots qu'elle a employés, style, vous allez me dire si c'est ça, elle dit oui, vous savez, quelquefois il faut sucer ou avaler le sexe dans les fesses, caresser les testicules. Elle a employé ces mots-là. En fait, c'est les propos qui ont été rapportés par plusieurs des enfants de cette classe à l'issue d'une séance d'éducation à la sexualité, donc en CM2. En CM2, oui. Propos qui ont été tenus donc par une infirmière sans la présence de la maîtresse et dont les enfants ont rapporté les propos qui les avaient évidemment absolument choqués dès qu'ils sont rentrés à la maison le midi, à tel point que la maîtresse en a été informée l'après-midi, qu'elle leur a reposé la question, qu'ils ont rapporté les mêmes propos et que des parents sont allés donc contacter également le chef d'établissement. Donc les propos qu'ont rapporté les enfants et qui ont été rapportés par plusieurs enfants sont, bon, je m'en excuse par avance, c'est particulièrement choquant à cet âge. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses. Dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. On peut changer de sexe, prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils. Alors tout ça, évidemment, nous paraît scandaleux à plus d'un titre. D'abord, pour la première raison, c'est qu'effectivement, et vous l'avez rappelé, nous sommes bien entendu favorables à ce qu'il y ait une information, une formation, une attention particulière pour protéger les enfants des sévices sexuels, mais on ne voit pas du tout en quoi ce type de propos rapportés par des enfants vont justement les aider dans ce cadre-là. Pire, dans quelle mesure un adulte qui jouerait à cela, qui jouerait de la séduction, qui parlerait du plaisir ou de faire plaisir, l'enfant comprendrait qu'effectivement l'adulte agit mal. Voilà, donc c'est contraire à l'objectif de notre point de vue et très dangereux pour plein de raisons que Régis Bruno pourra Alors non, détailler. Justement, docteur Régis Bruno, en fait, cette matière, on l'a bien vu, enfin, ce n'est pas le sujet, mais on l'a bien vu avec tout ce qui se passe sur la pédophilie et ces choses assez glauques
glauque, et plus que glauque, assez répugnante, ce qu'on entend un peu partout, et hélas pas seulement en France, enfin dans le monde. Mais revenons à ça. En fait, l'histoire de la sexualité des enfants, de l'enseignement ou de l'information sur la sexualité des enfants, comment doit-il, à votre avis, être traité? Parce que c'est une polémique qui dure depuis des décennies, ça, et on n'arrive pas à avoir le bon curseur, apparemment. Alors, la réponse, elle est relativement simple en mots. Je crois qu'elle est dite, d'ailleurs, dans certains textes, mais elle n'est pas comprise de la même manière. Il faut adapter cette aide aux apprentissages. Mais oui. La sexualité, c'est pas seulement une question d'apprentissage, c'est quelque chose qui existe de toute manière et dont on n'a pas besoin d'apprendre, si je peux dire. Hein. C'est comme le langage, vous apprenez pas un enfant à parler, vous pouvez l'aider à corriger son langage, mais il va se mettre à parler et c'est neurodéveloppemental. C'est pareil pour la marche. Un enfant, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à marcher, il saura marcher. Il faudra lui apprendre à faire du vélo, ça c'est un apprentissage, et apprendre par exemple la lecture, ça c'est un apprentissage. Donc on peut concevoir qu'on puisse faire des apprentissages. Les autres choses, celles qui sont plus neurodéveloppementales, on va dire plus constitutionnelles, on peut donner simplement des aides au développement. Et il faut tenir compte du développement de l'enfant. Or, quand on fait une éducation à la sexualité qui, pour l'OMS, devrait commencer dès la naissance. Ce sont dans des textes qui sont parus en français il y a 10 ans exactement, en 2013, par l'OMS, sachant que la France ayant convention avec l'OMS, ce sont des textes qui s'appliquent obligatoirement en France. Dans ces directives pour l'éducation sexuelle des enfants européens, elles s'adressent aux décideurs, aux spécialistes et pas aux parents. Faire de l'éducation sans la collaboration des parents, ça pose déjà une sérieuse question. Or, toutes ces directives sont basées sur une affirmation, on va dire, qu'il y aurait de la sexualité dès la naissance. Eh bien, cette affirmation ne repose sur aucune base scientifique. On reparlera, si vous voulez, si vous le souhaitez, des études de Kinsey. Mais donc, ça ne repose sur aucune base scientifique, c'est un dogme, et le modèle qui semble le plus adéquat pour aider les enfants au développement de leur sexualité future, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les prérequis développementaux. C'est-à-dire tenir compte qu'avant la puberté, il n'y a pas réellement de sexualité. Et donc, qu'est-ce que c'est les prérequis? C'est l'empathie, c'est le respect de l'autre, c'est la sensorialité du corps. Il y a souvent dans ces histoires-là une confusion entre sensorialité et sexualité. Et sensualité ou sexualité. La sensorialité, toute la sensorialité n'est pas de la sexualité. Ou alors, tout est sexuel, y compris tout ce qu'on peut faire dans la vie pour gagner sa vie et autres. Docteur, on se prend une toute petite pause et on va développer tout cela. C'est très important, effectivement, de marquer les limites, ou en tout cas de marquer vraiment les repères, surtout. Et vous souhaitez interpeller nos experts sur les cours de sexualité dans l'éducation, vous nous appelez au 0826 300 300. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Alcool. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les enfants et la sexualité, l'éducation nationale, quel rôle doit-elle jouer? Apprentissage, aide, de quoi s'agit-il? On en parle avec Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, qui avec les mamans louves s'est adressée très récemment au ministère de l'Éducation nationale, à Pape Ndiaye, pour lui rappeler un certain nombre de choses, et avec Régis Bruno, le docteur Régis Bruno, qui est pédiatre et pédopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux. Alors justement, en fait, cadrons le problème, Sophie Audugé. En fait, aujourd'hui, et depuis quelque temps, il y a une éducation sexuelle à l'école. Voilà, une information. Moi, ça me paraît plutôt de bon aloi. Après, effectivement, il faut marquer les limites, les choses. Évidemment, ce qu'a dit cette infirmière est quand même pas piquer des hannetons. Alors,
qu'est-ce qu'au fond, que veut faire de ce point de vue Pape Diaye et pourquoi vous le rappelez à un certain nombre de limites? Alors en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la première loi, elle date de 2001. C'est la première loi qui va inscrire une obligation d'éducation à la sexualité. Il y a 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans. Ouais. Et il y a eu en fait deux grandes périodes par rapport à cette éducation à la sexualité. Avant 2013, comme le rappelait Régis Bruno, on est dans de la protection. Il s'agit notamment d'informer les enfants sur les risques d'une grossesse prématurée, d'informer sur les risques des maladies sexuellement transmissibles, en premier desquelles le sida. Et on est vraiment dans une logique d'information, de protection, de précaution. On est dans de la santé publique et l'éducation nationale le réalise, si vous voulez, notamment à travers soit des programmes d'information structurés, soit via également les cours de SVT, au moment où les enfants ou les collégiens, sciences et vie et de la terre, sciences de la vie et de la terre. Et donc on est sur une approche vraiment très dans la précaution, dans la santé. Ouais. Et puis en 2013, il y a un basculement où là, on entre dans ce qu'on va appeler des nouveaux standards qui nous viennent vraiment des États-Unis, qui sont portés par l'OMS, comme l'a rappelé Régis Bruno. Et là, on n'est plus du tout dans la protection, on est dans de l'idéologie. Donc il s'agit de déconstruire le fonctionnement même de ces enseignements. Déconstruire, ça fonctionne. Ouais. Et on sert plutôt un enjeu sociétal, c'est-à-dire des idéologies d'adultes, que véritablement la protection de la santé et notamment la protection des enfants. Et ce faisant, on va se retrouver avec des cours d'éducation à la sexualité qui vont être réalisés par des associations déjà connus pour être très idéologiques, et puis avec des contenus qui vont d'ailleurs se retrouver dans un certain nombre de supports qui sont validés par l'éducation nationale ou sous tutelle de l'éducation nationale ou accessibles via des plateformes en lien avec l'éducation nationale, qui vont être absolument choquantes. Et un certain nombre de professionnels, en premier desquels d'ailleurs Régis Bruno, vont alerter en disant attention, là on va procurer chez des enfants, si on leur diffuse ce genre d'informations, voire ce genre de séquences, des viols psychiques ou des chocs, des traumas. Et à tel point que, et d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, en est tout à fait bien conscient, puisque septembre dernier, il produit une circulaire dans laquelle il rappelle qu'il y a des vigilances à avoir. Il rappelle que, notamment en élémentaire, on ne peut pas parler de sexualité de manière stricto sensu, etc. Or, on voit bien que ce qui s'est passé dans cette classe le 31 janvier, en CM2, donc en élémentaire, ne respecte pas du tout ce que lui-même a écrit et signé de sa main, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de propos stricto sensu de nature sexuelle, voire qui peuvent être même pornographiques, à des enfants qui sont beaucoup trop jeunes et pour lesquels ça va être une perturbation très importante, puisqu'en plus on sait qu'il va y avoir du trauma, on sait qu'on va entrer dans un psyché d'enfant qui ne va pas pouvoir se construire par la suite normalement. Oui. Alors justement, docteur Régis Bruno, il y a eu d'ailleurs, ça a circulé dans tous les réseaux sociaux, enfin dans beaucoup de réseaux sociaux, à une classe de SVT, on a rapporté qu'il y avait une enseignante et un gosse a dit mais la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes ont un pénis et les femmes un vagin. Et la surveillante, l'institutrice ou je ne sais pas, si l'institutrice l'a carrément engueulé en disant mais si tu dis ça, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Régis Bruno, est-ce qu'il y a en fait aujourd'hui une espèce de convergence, je dirais en tout cas vague, mais quand même, entre l'idéologie woke, une certaine idéologie woke transgenre, et ce qui se passe actuellement dans les CM2 ou dans l'aide aux enfants aux 6, 8 ans, 9 ans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui converge là, ou pas du tout? Alors, il y a un point... Il y a une notion de base, je vais la développer un peu, je l'ai abordé là, précédemment, là, mais je vais appuyer un peu sur le truc. Allez-y. Il n'y a pas chez l'enfant de sexualité sur le modèle de celle des adultes. Voilà. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est clair, comme il n'y a pas un enfant qui marche à 3 mois, comme il n'y a pas un enfant qui parle dans une conversation autonome à 8 mois, il n'y a pas la même sexualité chez l'enfant. Qu'est-ce qui prédomine chez l'enfant? C'est le jeu. C'est l'enfant n'ayant pas encore de représentation de la sexualité telle sur le modèle de celle des adultes,
tout ce qui peut lui être présenté sur ce modèle-là est présenté sous forme de jeu. Alors, on parle d'enfants de CM2, mais il faut comprendre que les choses commencent bien plus tôt. Et que dans le texte de l'OMS, on parle il y a toute une grille des actions qu'on devrait faire auprès des enfants, un texte qui est assez, avec lequel on pourrait être d'accord dans toute sa présentation. Mais quand on voit la mise en pratique, c'est découverte du corps et masturbation enfantine précoce entre 0 et 3 ans. On va revenir d'ailleurs à cette histoire de masturbation précoce en parlant des rapports Kinsey, si vous voulez qu'on aborde un peu ce projet. Et on est confronté à ça dans la réalité, c'est pas simplement sur les textes de l'OMS. Où on peut être confronté à des enfants, des petits garçons qui se font des fellations entre eux dans les toilettes, mais pour une moyenne section de maternelle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Et donc... Oui, vous voulez dire que naturellement, ça ne leur viendrait pas à l'idée. Non, c'est de la sexualité d'adulte. Qu'est-ce qui compte à cet âge-là? C'est la curiosité, c'est la découverte. C'est bien sûr qu'ils sont curieux de savoir comment sont faits, mais je n'allais pas dire le sexe à 3-4 ans. On est curieux de savoir comment est le fait on est curieux de tout, oui. Ça, de tout, et entre autres, comment est le fait pipi, par exemple. Je dis fait pipi parce que c'est ça. À cet âge-là, qu'est-ce qui les intéresse? C'est pipi, caca, boudin, ça traîne dans toutes les maternelles et c'est réellement ça. Comment est fait l'autre, mais pas comment on peut... Mais pas comment, oui. Donc docteur, si je comprends bien, il y a une espèce de plaquage, que ce soit en voyant des images à la télévision, on ne sait jamais, parce que ça peut traîner l'écran ou Internet, etc. Il y a un plaquage, je ne dirais pas adulte, mais enfin de la sexualité adulte, sur des gosses qui ne connaissent rien à ce moment-là, qui n'y pensent même pas, quoi. C'est tout à fait ça, voilà. Et les enfants à ce moment-là, c'est d'ailleurs ce qu'emploient, il faut être clair, les pédophiles, pédocriminels, ils emploient le jeu. Ils ne séduisent pas les jeunes, je parle vraiment des petits jusqu'à la puberté. Après la puberté ou début de la puberté, c'est autre chose. Changer. Oui, bien sûr. Mais ils emploient le jeu, ils emploient des petits cadeaux. Jamais ils n'abordent l'enfant sur un plan sexuel ou des câlins soi-disant totalement familiaux, anodins. Et ça dans tous les secteurs. Quand je parle, il n'y a pas que dans la famille que ça se passe. Ça se passe dans toutes les institutions. Voilà. Et donc, il y a quelque chose là qui est un traumatisme psychique. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que bien souvent, ces agressions sexuelles, elles se répètent. C'est très rare. Enfin, moi, j'ai surtout été confronté à des histoires en tant qu'expert qui passaient aux assises. Donc, c'était évidemment les cas, on va dire, entre les plus forts, les plus terribles. Repérés, identifiés. Mais très souvent, les enfants, il leur faut un temps. Et c'est quand, en particulier les petites filles, quand elles se rapprochent de l'âge de la puberté, que vers une dizaine d'années, elles commencent à comprendre que ce qui était un jeu, j'ai vu des jeux avec des crayons de couleur. Vous imaginez une petite fille à qui le grand-père offre des crayons de couleur, mais pas pour jouer comme on a l'habitude, comme jouent des enfants avec les crayons de couleur. Pour elle, c'était un jeu, c'était un objet d'enfant, et il lui a fallu longtemps avant qu'elle s'aperçoive que ce jeu était très particulier, d'autant plus que très souvent, ces gens qui se présentent comme voulant faire un apprentissage doux, bienveillant de la sexualité à l'enfant, au bout d'un moment, l'enfant est au piège et ils leur disent « si tu dis quelque chose à tes parents, je vais le dire ça, et ça va être supprimé, etc. » Ça, c'est ce terrain terrifiant de la pédophilie. Bon, mais il faut de la perversité, il ne faut pas l'oublier. On en reparle, mais surtout on reparle effectivement du fond du problème. Et je vais vous poser à tous les deux une question qui est vraiment, pour moi, une des questions les plus importantes. Tout de suite, après cette pause, à tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300 pour interpeller Sophie Odiger, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, et Régis Bruno, médecin des enfants, et son livre Préserver l'innocence des enfants, édition Bien commun, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les enfants, la sexualité, et on est en 2023. Et la question que je voudrais vous poser à tous les deux, Sophie Odiger et le docteur Régis Bruno, c'est que
Là, je voudrais parler de comment faire, parce qu'on a quand même changé de monde, qu'on le veuille ou pas, et je ne dis pas pour s'en réjouir ce jour-là, 2 heures, pour le déplorer ou pour s'en réjouir. En 2 mots, aujourd'hui, vous savez très bien, avec un certain nombre de statuts sociaux, d'économiques, etc., vous savez, avec le contrôle, enfin la morale, etc., ce qui a changé, en tout cas, c'est par exemple, pour prendre des exemples, l'accès hallucinant, je ne dis pas ça dans un mauvais sens, ou plein sens, enfin, à la pornographie sur Internet et dans tous les réseaux sociaux, et qui sont accessibles à des gosses. Qui sont accessibles à des gosses parce que beaucoup de parents ne pensent pas mettre un code, ou même s'ils ont le code, ils l'oublient quelquefois, etc. Accessible parce que des grands de 14-15 ans vont leur dire « Tiens, regarde ça, c'est marrant », etc. Et bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à un monde, pour ne parler que la France, mais c'est pas vrai que pour la France, où vous avez un accès à une connaissance de sexualité déviante ou déviée ou bonne ou mauvaise, je fais pas de morale là-dessus, mais qui est effectivement, par rapport à ce que vous disiez, docteur, effectivement, l'enfant, il se réveille pas avec une envie d'orgasme, hein, sitôt sa naissance. On le sait, ça. Mais comment est-il envahi? Est-il peut-être avec un univers où effectivement de YouPorn à autre, il y a quelque chose qui est là, je dirais presque gazéifié dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, docteur Régis Bruno? Alors, faut quand même se poser certaines questions. Oui. Demander aux enfants d'assurer leur propre protection de très jeunes enfants, c'est quand même pas tout à fait logique. Pas du tout. Quand vous vous promenez au bord d'une avenue passante avec un gamin de 3-4 ans, il y a 2 solutions. Ou vous lui faites toute une explication de la dangerosité de la circulation automobile et vous lui dites maintenant tu sais et je te lâche la main, ou vous lui tenez la main. Dans ce dont on parle, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser les choses comme ça en disant de toute façon, les enfants ils vont avoir accès à avoir un tas de choses dangereuses, donc il faut qu'on les blinde, il faut qu'on leur file une armure extraordinaire. Non, l'enfant, c'est la gaieté et l'insouciance. Hein. Bien sûr. Alors bien sûr que dans notre société, on est obligé de les prévenir contre certains dangers. Et la deuxième, donc on peut peut-être mettre des pare-feux, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle en informatique, et vous verrez dans mon ouvrage, je dis qu'il faut aider les parents pour ça, parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Bien sûr. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment faire avec l'informatique, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte des accès. Donc il faut quand même, alors bien sûr, ce n'est pas efficace à 100%, mais si on attend des choses qui soient efficaces à 100%, on ne ferait jamais rien. Bien sûr. En particulier en termes de médecine et de prévention. Mais il n'empêche qu'une prévention à 80 ou 90%, c'est toujours ça de gagner. Absolument. Et deuxième aspect, oui, vous disiez. Oui. La deuxième question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'on veut les protéger des dangers de la sexualité alors qu'il y a plein de dangers, il y a plein d'autres dangers, en particulier par exemple la toxicomanie. C'est quelque chose où maintenant, à l'entrée des collèges ou même des fois dans les cours d'école, il y a des enfants qui ont accès à des drogues. Exact. Et en particulier, par exemple, tous les succès d'année, j'ai lu récemment un article, c'était en Suisse, mais c'est pareil en France, sur la précocité des filles, et donc finalement de fillettes prépubères, à des accès à la nicotine ou des succès d'années de la nicotine. Oui, non, mais on sait ça. Voilà. Mais justement, donc, c'est la même chose. Mais c'est la même chose pour la sexualité, pour la pornographie. Vous avez des accès de prépubères à la pornographie. Oui. C'est le problème. Mais pourquoi on essaie de les protéger à l'école uniquement avec des choses sexuelles? Il faut partir sur un autre élément, c'est que pas seulement dans le domaine de la sexualité, il y a des adultes qui ne sont pas bienveillants avec les enfants. Il y a des adultes qui peuvent les agresser d'une manière ou d'une autre. Non, je sais. Oui, et c'est ça qu'il faut. Alors là, bien sûr, là, on est dans un vrai domaine de prévention et de protection, pour laquelle les écoles pourraient donner tout à fait un coup de main, en particulier au primaire. Parce qu'avant le primaire, les enfants sont quand même dans la pensée magique. Tout ce qui est du domaine de l'éducation
apprentissage n'est pas encore réellement de leur domaine. Ils sont en pleine période d'abord sensorimotrice. Hein. Bien sûr. Autre personne, si vous voulez, après, c'est des opérations concrètes. Ça, c'est pour aborder quelqu'un qui a bien compris l'aspect développemental des apprentissages. C'est Jean Piaget qui avait décrit des stades où avant, ben, on n'a pas de pensée abstraite, on ne peut pas faire des équations du second degré. Non, mais c'est vrai. Non, mais docteur, il y a quand même quelque chose. Par exemple, vous dites le dealer, c'est autre chose. La drogue, le dealer, il vient vendre et il est prêt parce que il est prêt à vendre à n'importe qui, y compris à des gosses. Lui, il veut vendre. Le problème qui est là, et vous avez raison de rappeler les parents. Les parents, c'est fondamental. Et c'est l'autre côté où effectivement il doit y avoir une association parents-école pour justement faire de la prévention et faire de la vraie prévention dans cette histoire et ne pas tomber dans les excès d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, je vous parle à tous les deux, Sophie Audugé, est-ce que concrètement, il faut quand même bien voir qui enseigne, par exemple, telle ou telle matière, en matière de sécurité, etc. Est-ce qu'il y a un vrai contrôle? Est-ce que tout ça est quand même organisé, contrôlé ou pas? Alors, justement, c'est bien le souci. C'est-à-dire que nous, on alerte Pap Ndiaye, puisque lui-même, le cadre qu'il a fixé et qu'il a refixé en septembre dernier, n'est pas respecté. En tous les cas, il n'a pas été dans cette séquence-là. De même que les textes de loi prévoient que les parents soient informés de la tenue des séquences et du contenu des séquences, ce qui n'est pas le cas. Il n'empêche, si vous voulez, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il y a un espèce un peu de mensonge institutionnel, un mensonge organisé, puisque d'un côté, il y a des soi-disant standards d'éducation à la sexualité que nous, on critique catégoriquement, ainsi qu'un certain nombre de professionnels, parmi lesquels Régis Bruno, mais Maurice Berger également, qui ont alerté le ministère en disant « Attention, vous n'avez pas à faire ce type d'éducation, vous n'obtiendrez pas l'objectif de protection, mais au contraire, vous allez réaliser quelque part, vous risquez d'avoir des traumatismes chez les enfants, des viols psychiques, parce qu'à ces âges-là, les enfants ne sont pas à même d'entendre ce type de propos, donc il ne faut pas les tenir. Et on se rend compte que ces protocoles-là n'ont pas du tout été faits avec des professionnels de la santé et avec des professionnels de l'enfance, mais avec des idéologues. Et donc, ce sont des idéologies d'adultes et on ne se préoccupe que pas du tout là de l'intérêt supérieur de l'enfant. On revient au choc, c'était vrai dans la première partie de l'émission. On parlait du nucléaire, etc. Et vous voyez, c'est toujours quand ça se transforme en idéologie, quand l'écologie devient idéologie. Absolument. Et là, quand l'enseignement, enfin un certain enseignement devient idéologie, donc croyance, donc religieuse, enfin croyance para-religieuse, je dirais. Et c'est vrai que c'est... Et l'enfant est sans intérêt dans cette affaire-là. Évidemment. Bah, ça devient un objet comme ils le veulent. On va écouter pour vous deux, bien les auditeurs de Sud Radio, je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à nous poser. Oui, beaucoup d'appels au 0826 300 300. On a le plaisir d'accueillir Ahmed de Joinville. Bonjour Ahmed. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour à vous. Écoutez André, d'abord merci pour vos émissions, pour la qualité de vos émissions. Merci. Alors, moi, il y a un terme qui m'énerve, c'est pédophilie. Je pense qu'il faudrait tout le temps dire pédocriminalité pour être très clair. Les gens, c'est des pédocriminels, c'est pas des pédophiles. C'est trop gentil comme terme. Voilà, ça c'est la première chose. Après, donc, j'ai été choqué par quand j'ai entendu donc le programme en CM2, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'ils enseignaient. Après, il y a bien sûr les parents doivent parler aux enfants, c'est normal, on doit leur expliquer comme certaines choses, et c'est pas toujours évident au niveau de la pudeur qu'on peut avoir. Après, moi, vous savez, je suis divorcé et je pense que j'ai peut-être plus de facilité à parler avec mes enfants parce que je me dis, bon, souvent les pères ont dit, bon, c'est le rôle de la mère. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le fait de me dire, bon, voilà, moi, je suis pas tout le temps en contact avec la mère, donc je préfère leur expliquer certaines choses. Moi, je leur ai toujours dit, voilà, votre corps, il vous appartient, on ne doit surtout pas vous toucher ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment. Oui, vous avez fait de la pédagogie vous-même à l'égard de vos enfants. Voilà. Après, moi, je suis formateur sécurité routière, ça m'aide un peu aussi, quoi. Mais donc voilà, et c'est surtout, comment dirais-je, ces programmes, je comprends pas l'utilité. Qu'on explique aux gens comment fonctionne un homme et une femme, c'est tout à fait normal. Nous, c'est ce qu'on avait appris à l'école. Après,
qu'on aille rentrer dans des détails de plaisir, tout ça. Je pense qu'à cet âge-là, c'est pas encore ça. Ouais. Après, vous savez, il y avait le petit contenu par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'Internet. Vous savez, on n'y peut pas grand-chose. Même nous, quand on était gamin, moi j'ai 54 ans, mais quand on était gamin, des fois, il y avait des adultes qui jetaient, vous savez, des revues, pornographiques. Et ben nous, on les prenait, on les regardait, on les cachait dans un buisson, et de temps en temps, on allait, on les regardait. Ça nous, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, ça c'est chaque être humain, on est curieux. Même quand on est gamin, on est curieux. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'expliquer. Et il faudrait pas que cette explication, elle tombe dans elle soit réservée à des gens qui sont un peu pervers et qui vont en profiter pour justement... Bien sûr. Voilà. Ahmed, non mais c'est très... Ce que dit Ahmed, ce qui est vraiment important, bon d'abord effectivement le côté, il disait ouais c'est pas nouveau, effectivement, il y avait des revues, etc. Mais le vrai problème, effectivement, que je vous pose d'ailleurs à tous les deux, je sais pas qui va... Mais comment... il parle de la notion de plaisir. Est-ce que la notion de plaisir doit s'enseigner à l'école ? Et à quelle date? Et à quel niveau? Non mais je pose la question. Et deuxièmement et surtout, effectivement c'est très difficile. Et l'autre problème, et je parle aussi aux psychiatres, la transgression et l'interdit. Vous savez très très bien que dès que c'est interdit, enfin c'est une banalité de base que je dis, dès que c'est interdit, y compris des gosses, je parle pas des gosses de 3 ans, mais enfin des adolescents, mais même des préadolescents, c'est l'interdit, donc je vais essayer. Comment balancer cela de façon, aujourd'hui, en 2023, de façon équilibrée et surtout efficace? Régis Bruno. Mais si on ne marque pas un interdit, on sait très bien qu'on transgresse les interdits et qu'ils sont en partie faits pour ça. Mais enfin, faits pour ça, c'est pas le mot et pas tout. Un peu. Enfin, un mot quand même pour répondre à ce papa. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le mot. Alors, ça m'arrive encore de l'employer pour aller vite, mais c'est une faute. Moi, j'associe toujours pédophile, pédocriminel ou pédophilie, pédocriminalité pour montrer que effectivement, parce que sinon, on va dire pédocriminalité, c'est juste des marques du trou, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, des trucs où on rate les enfants, etc. Pédophilie, pédocriminalité, ça montre bien la perversité quand on utilise les deux termes. Et je suis d'accord avec vous, Monsieur Ahmed, qu'en fait, il faudrait toujours utiliser au moins les deux termes, pédophilie, pédocriminalité. Voilà. Et donc, pour revenir à la remarque, bien sûr que les enfants, ils vont transgresser un interdit. Mais on leur a marqué l'interdit avant. Voilà. Et donc, ils vont transgresser les interdits de leur âge. Mais en sachant quand même que là, ils sont dans le domaine qui n'est pas celui de l'enfance. Bien sûr que... Et quand on regardait les revues cochonnes, à l'époque, ça s'appelait comme ça, le cinéma cochon ou les revues cochonnes. Tout le monde. Mais on savait que c'était quelque chose pour lequel il y avait un interdit. Et donc, on comprenait que c'était peut-être pas une bonne chose. Et que, en fait, ça nous donnait l'idée qu'il y avait autre chose que ça. C'est-à-dire, quand il y a trop de confusion entre ce qui est présenté dans une revue, et là, du coup, sur le téléphone, et puis ce qu'on vous apprend en classe juste après, qu'on peut mettre le pénis dans les fesses, là, le ciseau dans les fesses, eh ben, il n'y a plus de... C'est pas la même chose. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et la réponse chez ces enfants en CM2 serait dû être de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un ou plusieurs de ces enfants, puisque c'est des enfants qui qui subissent une agression, et non pas de dire, bah voyez, on fait le zizi dans les fesses, tout ça est normal, c'est comme ça. La question de la professionnelle de santé, en particulier de l'infirmière, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui arrive à certains de ces enfants? À certains des enfants, absolument. On se retrouve juste après une petite pause et on continue à prendre les auditeurs. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le face-à-face d'André Bercoff et vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller nos experts sur les cours d'éducation à l'école sur la sexualité. On accueille Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Oui, moi je vais parler un petit peu de mon éducation. Hein. Ouais. Donc je suis né en 61. Bon, à l'époque, on va faire un peu court, maternelle, école primaire. Il y avait donc effectivement des petites choses qui passaient dans les classes. On savait. C'était plutôt ça s'aglait entre les parents et les enseignants.
Du collège au lycée, ça montait un peu crescendo. Mais maintenant, je pense qu'on se heurte aussi à un autre sujet qui peut être un problème de judiciarisation. Ça, c'est un autre, en clair, entre l'écolier ou le lycéen, il y avait un dialogue entre le chef d'établissement, etc. Et maintenant, on a un autre souci. Maintenant, moi, quand j'avais à l'époque une information sexuelle, elle n'était qu'une information sous la forme de tableau. On présentait l'anatomie d'une femme ou d'un homme, et puis ça en restait là. C'était fonctionnel, hein. C'était pas une éducation. Donc moi, je pense que la priorité, elle est aux parents, exclusivement aux parents, de dispenser obligatoirement, moi je vais être un petit peu catégorique, une information à partir d'un âge d'écoute de ses enfants, à l'information de différence et de fonctionnel, en parallèle avec des enseignants formés. Et je finirai là-dessus, faire comme un passage, comme une communion. Alors là, comme une communion, je dirais, sous la forme, pour celui qui s'intéresse, catholique, juive ou même musulmane. Je comprends. Une espèce de, tout simplement, d'apprentissage. Une espèce d'apprentissage sous forme, je ne dis pas de cérémonie, mais enfin sous forme de communion, comme vous dites. Juste, on va prendre, et ensuite je redonne la parole à Sophie Udigé. On prend Franck. Franck de Toulouse. Bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à vos invités. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir. Merci. Juste en un mot, je voulais faire le parallèle entre problématiques sexuelles et problématiques de genre à l'école. Parce qu'il y a quand même, vous l'avez déjà abordé, hein, le sujet qui m'intéresse, mais celui-là, il est poussé par du wokisme un peu exacerbé. On se retrouve avec des enfants à qui on explique très tôt maintenant que, en fait, garçon-fille, c'est un petit peu à leurs mains, c'est un peu à leur choix. On le sait, hein, il y a des textes qui et c'est d'une complexité psychologique. Enfin, j'aimerais bien avoir l'avis de votre spécialiste sur le plateau, parce que ça, en tant que parent, moi, ça me gêne énormément, parce que j'ai l'impression qu'on nous démunit sur quelque chose d'extrêmement fondamental et désorientant pour les enfants. Si on rajoute en plus la culture sexuelle qu'il faut leur donner, sachant que s'il y a un problème de genre au départ, ça complexifie très vite les choses. C'est clair. On se retrouve avec quelque chose d'imbuvable, quoi. Enfin, je sais pas comment. Non, mais je comprends. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de la capacité des parents à maîtriser un petit peu les modes de communication, la télé, etc., pour leurs enfants avec des codes, etc. Si vous les mettez sur une chaîne comme Gulli, qui est a priori c'est une chaîne pour eux, en principe, oui. Voilà, et vous en avez beaucoup comme ça, sauf qu'il y a un truc qui n'est pas du tout maîtrisé, c'est la publicité, les espaces publicitaires. Vous voyez, quand vous avez un enfant, ces chaînes, en plus, elles sont quand même pas mal abreuvées de publicité. Vous pouvez vous retrouver avec des publicités qui sont liées à l'âge de l'enfant qui est en train de regarder son émission, et des fois pas du tout. Ça peut être des films qui sont prévus pour la soirée pour les parents. Ça peut être des choses qui sont quelquefois extrêmement violentes. Moi, je me retrouve des fois confronté à ça. J'ai déjà eu mon enfant qui me dit, d'accord. Il se retrouve à regarder des choses qui, a priori, sont pas du tout pour lui. Oui, ça, c'est encore l'histoire de la publicité, et c'est pas évident, effectivement. Alors, vous avez entendu les deux interventions, Sophie Udigé, aussi bien Régis Bruno. Au fond, on voit très 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 bien ceux qui disent, attendez, il faut quand même que les parents soient partie prenante à cette histoire, et c'est très bien, malheureusement, quand la famille est décomposée, c'est plus compliqué, enfin, quand je dis décomposée au sens... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous demande, malheureusement, on arrive en fin d'émission, mais on refera les émissions là-dessus et plus longuement. Qu'est-ce que, à votre avis, quelles seraient les choses les plus urgentes à faire? Alors pour l'école, je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'école est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer. C'est aux parents d'éduquer. Je pense qu'Ahmed a tout à fait raison dans tout ce qu'il a énoncé. Et les parents le font de manière très naturelle. C'est-à-dire que très tôt à leur enfant, ils leur apprennent effectivement de ne pas se laisser toucher, que des adultes peuvent être méchants, etc. Donc ça, c'est culturellement, on est habitué à le faire. Et c'est très bien que l'école le rappelle, mais à sa place, à sa juste place. C'est-à-dire de rappeler qu'il y a des adultes qui peuvent faire des choses qui sont interdites, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, et qu'il existe à l'école une infirmière et que régulièrement l'enseignant soit formé à identifier des enfants qui pourraient présenter des signaux faibles d'enfants abusés ou qui seraient... Y compris au sein de leur famille. Absolument, hélas. absolument. Donc ça c'est important et que personne ne le remet en question. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur une idéologie adulte qui est celle du wokisme, qui consiste à faire de l'éducation à la sexualité un endoctrinement des enfants
enfants sur des nouveaux genres, avec une banalisation de la pornographie. La pornographie n'a pas sa place à l'école. Que des enfants soient sur des sites pornographiques très tôt, c'est grave et c'est pas leur place. Mais c'est pas pour ça qu'on devrait initier tous les autres enfants qui ne le sont pas à ce qui n'est pas l'endroit où doivent être des enfants. Donc moi là-dessus, je pense qu'il faut être vigilant aussi. En élémentaire, c'est absolument scandaleux. Donc il faut revenir à ce que disent les circulaires d'ailleurs, et puis avoir, je vais quand même rappeler, une seule considération primordiale, c'est celle de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or là, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas du tout là. Là, en fait, on distrait l'enfant, on fait même une effraction dans son psychique qui va produire un traumatisme qui va le poursuivre une grosse partie de son enfance et possiblement va modifier son développement normal sur sa sexualité d'adulte. Et là, enfin, je veux dire, on a l'impression que nos institutions prennent ça avec une légèreté qui est absolument scandaleuse. Et il faut aussi... Non, attendez, vous allez arrêter là parce que je sais que vous avez tout votre programme. Malheureusement, on arrive en fin d'émission. Je regrette vraiment, et on reparlera avec le docteur Régis Bruno. Merci en tous les cas de nous avoir invités sur ce sujet. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Oui. Ce sont des bombes à retardement, c'est explosif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir que de toute façon, ils sont en contact avec tout cela, dans l'air du temps. Je dirais, hélas, dans les vapeurs de charbon qu'on respire. Hein. Il n'y a pas que le CO2. Hein. Il y a un autre forme de CO2 qui est beaucoup plus grave. Donc, faire attention. Et soyez tous, je vous le dis, très vigilants. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio et en podcast. Merci beaucoup à Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SO Éducation. Et merci beaucoup à Régis Bruno, médecin des enfants, pédiatre et pédopsychiatre, ancien expert auprès des tribunaux, et son livre Préserver l'innocence des enfants. À tout de suite sur Sud Radio. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaye. Sud Radio.